19-20, ce cours. Très bien. Donc, alors, un petit mot sur le rappel physiologique. Donc, vous savez que l'hémostase, c'est un ensemble de mécanismes qui va maintenir la circulation du sang. Donc, il va empêcher le saignement, l'hémorragie, la spoliation sanguine et il va éviter la formation d'obstacles à la circulation, c'est-à-dire les thromboses. Donc, schématiquement, on a 3 étapes. On a l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire qu'on appelle la coagulation et la post-coagulation qu'on appelle la fibrinolyse. Ça. Normalement, cette présentation, elle est enregistrée عند هادو اللي قريتهم 19-20. Donc, l'hémostase primaire, comment ça s'appelle l'hémostase primaire? On l'appelle le temps vasculo-plaquettaire. Parce qu'il y a 2 facteurs dans l'hémostase primaire, les vaisseaux et les plaquettes. Bien sûr, avec les fibronogènes, le facteur, il nous faut les et des plaquettes. Dans les troubles, le trouble de l'hémostase primaire, on va retrouver une thrombopénie, par exemple. Il n'y a pas de plaquettes, il va y avoir des hémorragies à cause de l'hémostase primaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir au cours de l'hémostase primaire? Il va y avoir ce qu'on appelle la formation du thrombus plaquettaire ou ce qu'on appelle le thrombus blanc. D'accord? Ça, c'est une brèche vasculaire. On va avoir un petit comme ça, un petit truc qui va se constituer. D'abord, il est clair, ensuite, il va devenir rouge, ensuite, il va tourner en bonne santé. Donc, l'hémostase primaire, c'est le temps vasculo-plaquettaire. Il a besoin des vaisseaux et des plaquettes. La formation, il conclut à la formation d'un thrombus qu'on appelle thrombus plaquettaire ou thrombus blanc. Alors, le temps vasculaire, c'est quoi le temps vasculaire? Vasoconstriction, c'est immédiat qui était lésé, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire sa lumière. Les plaquettes sont également activées par leur mise en contact avec le sous-endothélium du vaisseau lésé. Une fois il y a la brèche vasculaire, le sous-endothélium, parce qu'il y a l'endothélium vasculaire, le sous-endothélium, il va être mis à nu. Quand il va être mis à nu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire sa lumière et il va atterrir ses plaquettes. Le temps plaquettaire, c'est le temps de la formation du clot plaquettaire qui va obturer de manière provisoire. Je dis bien provisoire parce qu'après, on a besoin de la coagulation. Qu'est-ce qu'il va y faire intervenir? Il va faire intervenir des facteurs purement sériques, plasmatiques, qui existent dans le plasma. D'accord? Il y a le facteur von Willebrand, le facteur 7 et le fibronogène. Le facteur von Willebrand et le facteur 7, il va permettre l'adhésion des plaquettes sur la lésion. Le fibronogène, il va permettre les plaquettes de s'agréger les unes aux autres. Voilà, ça, c'est un schéma récapitulatif. Voilà, là, l'endothélium, la première image, tout va bien. L'endothélium, il est clean. La deuxième image, l'endothélium est mis à nu. Il y a l'apparition du sous-endothélium. Il bêche les plaquettes. Les plaquettes, pour qu'elles se fixent sur l'endothélium, elles ont besoin du facteur von Willebrand et du facteur 7. Ensuite, la plaquette, une fois, elle se tapisse sur le endothélium, elle ramène les autres plaquettes. Les autres plaquettes, pour qu'elles puissent s'entasser sur les plaquettes initiales, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Elle a besoin du fibrinogène. On passe maintenant à la coagulation. La coagulation, c'est l'hémostase secondaire. Il va y avoir la formation du thrombus rouge. Le thrombus rouge. S'il n'y a pas de fibrinolyse, on va avoir une thrombose. C'est un caillot de sang qui est composé de filaments très solides de fibrilles qui vont emprisonner les hématocytes et les globules blancs. Et on a besoin de la... Et on a besoin de la... Et on a besoin de la fibrinolyse pour qu'il parte. Donc, c'est une cascade de réactions enzymatiques. Il y a 3 temps. Il y a d'abord la formation de la thrombine, c'est ce qu'on appelle la thrombinoplastinoformation, la formation de la prothrombinase. Il y a la voie endogène ou intrinsèque
il y a la voie exogène ou extrinsèque. Elle est appelée endogène ou intrinsèque parce que y a les facteurs plasmatiques. L'autre exogène ou extrinsèque parce que y a le facteur tissulaire, qui vient de l'extérieur. Elle n'utilise pas juste ce qu'il y a dans le sérum. La deuxième, c'est la thrombinoformation, c'est la thrombine. Troisièmement, c'est la fibrinoformation. Donc, nous allons le schéma, vous allez comprendre mieux. Donc, dans la coagulation, on a à droite la voie extrinsèque, vous voyez à droite, on a le facteur 7. Le facteur 7, il vient des tissus. C'est pour ça les interventions au niveau du pelvis, au niveau du poumon et au niveau du cerveau, elles sont très thrombosantes. Il faut mettre le Vonox systématiquement. Tout ce qui est chirurgie gynécologique, chirurgie pulmonaire ou cardiaque et chirurgie cérébrale. Donc pourquoi? Parce que ces trois organes sont très riches en facteur 7. D'accord? Donc le facteur 7, la voie endogène, on a le facteur 8 et le facteur 9 surtout. Donc ils vont former ce qu'on appelle le complexe prothrombinase. Le complexe prothrombinase fait le 10 activé et le 5 activé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer la prothrombine, c'est la thrombinoformation. Il va nous donner la thrombine activée qui va transformer la fibrinogène en fibrine soluble, ensuite en fibrine stable sous l'action du facteur 13. D'accord? Donc voilà les trois étapes dans la coagulation. Le complexe de prothrombinase, la formation de la thrombine, ensuite la formation de la fibrine. Les facteurs de coagulation synthétisés par le foie sont c'est 27 910. C'est comme ça que je les ai appris depuis que je suis en 3e année de médecine. 27 910. Le 2, le 7, le 10 et le 9. 27 910. Le 2, le 7, le 9 et le 10. هادوهما les 4 facteurs vitamine K dépendants. Voilà. La fibrinolyse, c'est la 3e étape, c'est la dégradation de la fibrine insoluble, la réperméabilisation du vaisseau, c'est-à-dire il va enlever le caillot, il va refermer le vaisseau, il va cicatriser et ça, on a une enzyme qui est très puissante, la plasmine. Dans le précurseur, plasminogène. Un schéma. Donc, c'est la coagulation. En bas, c'est la fibrinolyse. Donc, le fibrinogène, quand il va se transformer en fibrine insoluble, le plasminogène va se transformer en plasmine qui va être active sur la fibrine et qui va donner ce qu'on appelle les produits de dégradation de fibrine. Les PDF, c'est comme ça qu'on surveille en cas de CIVD ou là, en cas de thrombose, on fait les PDF pour savoir si le malade n'est pas en train de faire une fibrinolyse exagérée. Exploration de l'hémostase. D'abord, l'hémostase primaire. On a le temps du lacet, le temps du saignement, la numération des plaquettes et les fonctions plaquettaires. Parce qu'on a vu tout à l'heure, la plaquette adhère au sous-endothélium. C'est la fonction de l'adhésion. Ensuite, une plaquette sur l'autre. Ça s'appelle la fonction de l'agrégation. D'accord? Il y a une 3e fonction, c'est la fonction de libération. Les plaquettes libèrent des produits pour que les autres plaquettes la rejoignent. Numération des plaquettes, on doit faire une numération des plaquettes. Donc, c'est la formule confirmée avec le frottis sanguin. On doit confirmer. Si on trouve une thrombopénie, on doit confirmer ça au frottis sanguin au doigt. D'accord? On doit retrouver une richesse plaquettaire de 3 croix. Donc, on a le temps du lacet et le temps de saignement qu'on met plus maintenant. C'est-à-dire, c'est pas des examens courants. Pour la coagulation, on a les 2 voies. D'accord? OK. On a la voie endogène. La voie endogène, c'est surtout le facteur 8 et le facteur 9. Donc, on a besoin du TCK, le temps de céphaline koala. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 10 secondes de différence entre le témoin et le malade. C'est-à-dire, si un patient vient et qu'il a 25 de TCK, le témoin doit avoir entre 15 et 35.
il ne faut pas qu'il y ait une différence supérieure à 10 secondes entre le témoin et le malade. Et la personne à qui on a fait l'examen. Maintenant, s'il est à 25, le témoin doit être à 15, 10 secondes, à 16, 9 secondes, à 17, 8 secondes, ainsi de suite. Ou là, à 26, 1 seconde, à 30, 5 secondes, binou ou bin le malade. Ensuite, pour la voix exogène, c'est le TP qu'on fait. D'accord? C'est le TP, il doit être entre 70 et 100%. D'accord. Maintenant, pour les deux voies, pour explorer toute la coagulation, on a besoin du TCK et de TP. Si le TCK est bas et le TP est bas, on va dire que c'est un problème du 2 ou du 10. Si juste le TCK est bas, le TP est bon, on va dire que c'est un problème du 8 ou du 9. Si le TCK est bon et le TP est bas, on va dire que c'est un problème du facteur 7. Le TP explore la voie exogène, le TCK explore la voie endogène, TP et TCK, c'est la voie commune. Le mécanisme des syndromes hémorragiques, soit c'est une cause locale par brèche vasculaire, ce qui est très fréquent, voilà, et enceinte, ou bien l'anomalie de l'un des temps de l'hémostase. Donc, soit c'est une anomalie de l'hémostase primaire, soit c'est une anomalie de la coagulation, ou bien c'est une anomalie de la post-coagulation. Alors, les anomalies de l'hémostase primaire. Donc, l'origine vasculaire, c'est ce qu'on appelle le purpura vasculaire. Ça n'a rien d'hématologique. C'est un purpura purement inflammatoire. L'origine plaquettaire, on a deux types. Soit c'est une atteinte quantitative, donc c'est le purpura thrombopénique. Ah, beaucoup mieux comme ça. Répondez-moi si c'est beaucoup mieux. Ah, vous avez répondu. Oui, très bien. Très bien, ok. Donc, je disais, l'origine plaquettaire, si c'est une atteinte quantitative, c'est le purpura thrombopénique. Si c'est une atteinte qualitative, ça s'appelle une thrombopathie. Thrombopénie quantitative, thrombopathie qualitative. Thrombopathie qualitative veut dire que c'est un problème de fonction plaquettaire, soit l'agrégation, soit l'adhésion, soit le relais, la libération. C'est des hémorragies qui sont diffuses et spontanées. D'accord? L'hémostase primaire est caractérisée par des hémorragies diffuses et spontanées. Voilà. Quand on arrive à l'anomalie de la coagulation, les coagulopathies les plus fréquentes, elles ne sont pas fréquentes, c'est-à-dire parmi les coagulopathies, celles qui sont les plus fréquentes, c'est l'hémophilie A ou B. C'est une coagulopathie héréditaire qui est portée par la maman et qui, les garçons sont malades. Soit c'est un déficit en 8 ou en 9. C'est ce qu'on appelle les facteurs anti-hémophiliques. Ce sont, contrairement à l'hémorragie de l'hémostase primaire, qui sont spontanées, celles de la coagulation, elles sont provoquées. Mais elles sont provoquées par des micro-traumatismes. La maman vient et elle jure que son fils n'a pas eu de traumatisme. Parce que c'est des micro-traumatismes qui passent souvent inaperçus. Mais dans la coagulation, il n'y a pas d'hémorragie spontanée. Ce sont toujours des hémorragies provoquées, même si le traumatisme, vous ne l'avez pas trouvé. Donc, voilà. Donc, on a dit les syndromes hémorragiques, les causes focales sont les plus fréquentes. Les purpuras, ils peuvent être rhumatoïdes, c'est-à-dire inflammatoires. Séniles, ce sont les taches qu'on vient voir avec le temps chez les vieux et que le soleil laisse. Et enfin, thrombopénique. Les coagulopathies congénitales, c'est l'hémophilie. Acquise, c'est les accidents aux zones vitamine K ou bien aux héparines de poids moléculaire. C'est quoi le purpura? Donc, c'est une extravasation du sang dans le derme qui ne s'efface pas à la vitropression. C'est un purpura hémorragique qui peut être soit acquis, il est acquis, c'est des anomalies de l'hémostase primaire et c'est des hémorragies spontanées. Ça peut être des pétichies, d'accord? C'est des taches rouges punctiformes. Ça peut être des vibis, c'est des petites taches linéaires, ou bien des ecchymoses, c'est les femmes bleues. Ah, pardon. Purée. C'est les femmes, donc je disais ici, c'est une extravasation du sang dans le derme, en dehors des vaisseaux qui ne s'effacent pas à la
pression. Ça s'appelle les purpura hémorragiques. C'est une anomalie de l'hémostase primaire. Et c'est des hémorragies spontanées. Ensuite, je vous ai dit les types de purpura. On a les pétichés, les vibis et les ecchymoses. Les ecchymoses, c'est les fameux bleus qu'on a suite à un traumatisme. Les vibis, elles sont de forme linéaire et les pétichés, elles sont de forme punctiforme. Voilà un schéma du purpura pétichial. C'est des petites taches rouges punctiformes, des petits points. Voilà. Et là, entre parenthèses, regarde, il y a une pétichie, un purpura, et à gauche, on voit les vibis. C'est pratiquement l'assemblage des petites pétichées en forme de lit. Voilà. Échymotique, c'est des bleus, c'est les fameux bleus que tout le monde a. Voilà. Le syndrome hémorragique muqueux. Donc, il peut être nasal, on appelle le nez, on appelle ça épistaxis. Il peut être buccal, on les appelle les gingivorragies. Attention, attention aux bulles hémorragiques endobuccales. Si le malade se présente avec des bulles à l'intérieur de sa bouche, sachez que le taux de plaquettes est inférieur à 20 000. D'accord? Gynécologique, c'est les métrorragies, c'est-à-dire c'est des règles en dehors de leur temps. Urinaire, c'est l'hématome. Voilà, je vous montre une photo des gingivorragies, c'est-à-dire c'est la muqueuse gingivale qui saigne. Ça, c'est une épistaxis. Ça, c'est une hémorragie conjonctivale modérée. Hadithani, c'est une hémorragie conjonctivale. Et ça, c'est une hémorragie conjonctivale intense. L'œil est complètement rouge. Alors ça, c'est une hémorragie, d'accord, elle est intérieure de la bouche. Les syndromes hémorragiques viscérales, on a muqueux, c'est-à-dire nasal, épistaxis. Maintenant, c'est les syndromes hémorragiques viscérales, digestifs, rétiniennes et cérébroméningiques. Les hémorragies rétiniennes prélude d'hémorragie cérébrale, c'est-à-dire le malade, s'il se présente à 20 000 plaquettes, vous faites un fond d'œil, il a des hémorragies rétiniennes, il faut craindre les hémorragies cérébrales. Les coagulopathie, donc ça peut être des hémorragies cutanées, c'est ce qu'on appelle les hématomes, c'est post-traumatique, comme les hématomes qu'on a nous-mêmes quand on a un traumatisme important. À la différence, nous, l'hématome, il va se résorber et disparaître, mais chez l'hémophile, il va rester. Des hémorragies muqueuses comme l'épistaxis, des hémorragies profondes qui peuvent être musculaires ou articulaires. D'accord? Articulaires, c'est ce que ça donne, l'hémarthrose, qui est connue chez les hémophiles. Ce sont des hémorragies qui sont provoquées, je répète, elles sont provoquées, souvent par des micro-traumatismes. Et ce sont des affections congénitales. C'est un saignement qui est immédiat, durable, il ne s'arrête pas. Surtout, par exemple, les circonstances de découverte, surtout à l'occasion d'une circoncision ou d'une amygdalectomie. D'accord? Chez l'enfant, c'est surtout les hématomes cutanés. Les hémarthroses, c'est quand l'enfant commence à marcher et il tombe sur ses genoux. Les hématomes profonds, ça peut être du psoas, ça peut être du larynx, ça peut être de l'orbite. L'hématurie, c'est au niveau des urines. Voilà, je vous donne un exemple des hémarthroses. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'hémophilie souffre après de son genou? C'est parce que quand il y a un saignement, le fer qui est dans le saignement va bouffer la synoviale. À force de temps, il va bouffer toute la synoviale et les os vont se frotter. Et quand ils vont se frotter, ça donne une arthropathie. Voilà, je vous ai donné des exemples d'hémarthrose. Regardez, c'est un genou enflé, d'accord, avec des signes inflammatoires, douleur, et avec le temps, il va se déformer. Regardez à gauche, il y a un genou normal et un genou qui a été bousillé par les hémarthroses. C'est comme ça, et vous laissez son genou comme ça, même en dehors de l'accident. Voilà un hématome, vous connaissez tous les hématomes, voilà. Ok, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vais rentrer dans la discussion et je vais voir. Docteur, il nous reste que 4 minutes. Donc, ceux qui ont des questions. Rapide. S'ils ont des questions, rapide. Et je vais répondre rapide. Par rapport à la pratique, hein, si vous n'avez pas de questions par rapport à la pratique, pas par rapport au cours. Le cours, on tout. Docteur, s'il vous plaît, le cours.
Ah, le cours des syndromes anémiques aujourd'hui. Les deux, s'il vous plaît. Ah, Les deux, même celui-là. Là, je l'ai. Ta syndrome hémorragique, je l'ai parce que normalement, je l'ai préparé, je l'ai envoyé. Ta syndrome anémique, بالك غدوة العشية نبعثه لكم غدوة العشية. D'accord, merci. Hémorragique, je vais l'envoyer dans le cas. D'ailleurs, je l'ai sur mon téléphone, نبعثه لكم donc. D'accord, merci beaucoup, Pas docteur. de question par rapport au lundi. De toute manière, moi, je vais dire à Bouchakor ce que je vous ai fait. C'est comme par rapport à ce que je vous ai fait. Mais posez-moi des questions par rapport à ça. Et si la réunion se termine, bismah, كما يقولوا. Aya, see you في service. Alors, vous avez des questions? Non. Vous avez tout compris, c'est ça? Inch'Allah, vous avez tout compris. Vous avez tout compris, Inch'Allah. Merci infiniment, madame. Allah يسلمك. Donc, chauffez, s'il y a quelqu'un, vous leur dites, s'il y a quelqu'un qui a une question, là, qui a une question, là, vous pouvez m'envoyer sur le lien et je réponds. J'ai pas de problème. Hein? D'accord. D'accord, je vais vérifier dimanche soir. S'il y a des gens qui m'ont envoyé des questions, je vous envoie par rapport à ceux qui vont passer la pratique lundi avec Madame Bouchakor. Hein? Et même par rapport au, que ce soit la sémiologie lymphoganglionnaire, les syndromes anémiques ou les syndromes hémorragiques. Si vous avez des questions, envoyez-moi sur le lien et je vous réponds. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Bonne soirée et bon courage. Merci énormément, docteur. Bonne soirée, merci.